mais les sous-espaces qu'ils engendrent, ils sont égaux. Donc le but, c'est de montrer que E est égal à F. Donc exercice 12, je vais chercher le corrigé et puis on va le lire ensemble. Alors, où est-ce qu'il est? Exercice 11, ensuite. Voilà l'exercice 12. Non, ça c'est le 13, pardon. Voilà l'exercice 12. Alors, il y a des gens qui attendent encore un moment. Voilà. Alors, donc, s'il vous plaît, on commence. Alors, l'exercice 12, donc, soit E, le sous-espace engendré par les vecteurs U1, le premier, je l'ai appelé U1, le deuxième U2. Et F, c'est le sous-espace qui est engendré par V1 et V2. Alors, on rappelle, pour ceux qui ont oublié ce que signifie le sous-espace engendré par des vecteurs. Alors, on rappelle que E, d'abord, son écriture, c'est, voilà comment ça s'écrit. C'est le sous-espace engendré par U1 et U2. Alors, par définition, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de U1 et U2. Donc, c'est l'ensemble des alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 avec alpha 1 et alpha 2. Et on sait que c'est le plus petit sous-espace qui contient U1 et U2. Tout ça, ça a été fait en cours. Alors, de la même façon, VF, alors F, c'est le sous-espace qui est engendré par V1 et V2. Donc, combinaison linéaire de V1 et V2. Donc, ça s'écrit lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 avec lambda 1 et lambda 2 dans F. Et on vous demande de montrer que E est égal à F. Donc, on rappelle que EU, un vecteur U, il est dans E s'il s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et U2. Et un vecteur V, il est dans F s'il s'écrit lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. Donc ça, tout ça, c'est des rappels, c'est la définition. Donc l'objectif, c'est de montrer que E est égal à F. Et pour montrer que deux ensembles sont égaux, on montre la double inclusion. Donc, je vous ai donné une propriété qui dit la chose suivante. Alors, ça dit que lorsqu'on a des sous-espaces, comme ça, U1 jusqu'à UN, alors, pour que ça soit inclus dans le sous-espace engendré par V1 jusqu'à VM, donc, lorsqu'on avait étudié les familles génératrices, etc., je vous ai donné à un certain moment cette propriété. Pour que le sous-espace engendré par U1 jusqu'à UN soit inclus dans le sous-espace engendré par V1 jusqu'à Vn, eh bien, ça revient à montrer, ça c'est équivalent, à montrer que les vecteurs UI, que chaque UI appartient au sous-espace engendré par V1 jusqu'à Vn. Donc, il suffit de montrer que les vecteurs qui sont là, c'est pas la peine de montrer que toutes les combinaisons linéaires sont ici. Il suffit juste de montrer que chaque UI appartient à cet espace. Donc, si je montre que chaque UI est dans cet espace, j'obtiens cette inclusion. Donc ça vous permet de gagner du temps. Donc là, on a le sous-espace engendré par U1, U2, et je veux montrer, donc j'ai le sous-espace engendré par U1, U2, ça c'est la première inclusion. Je veux montrer qu'il est inclus dans le sous-espace engendré par V1, V2, qui est égal à F. Alors, d'après ce que je viens de vous dire, d'après le rappel que je viens de faire,
ça c'est F. Et ça c'est E. Alors, pour montrer que E est inclus dans F, il suffit de montrer que U1 et U2 appartiennent à F. Ça suffit pour avoir l'inclusion. Donc, montrons d'abord que U1 et U2 appartiennent à F. Il suffit pour cela de trouver, alors pour qu'ils appartiennent à F, il faut que chaque U1 soit une combinaison de V1 et V2. Et U2, il faut qu'il soit aussi une combinaison de V1 et V2. Donc, il suffit de alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 dans F, tel que U1 soit égal à alpha 1, V1 plus alpha 2, V2, et U2 égale bêta 1, V1 plus bêta 2, V2. Donc, si j'écris U1 comme combinaison de V1 et V2 et U2 comme combinaison de V1 et V2, ça signifie que U1 et U2 sont dans F. Alors, donc, ça revient à résoudre un système. Alors, U, je connais sa valeur, donc je le remplace. V1 et V2, je les connais, donc je les remplace. Et puis, j'identifie le vecteur qui est à gauche avec le vecteur qui est à droite. Donc d'abord, on multiplie chaque vecteur par alpha et on fait la somme. Donc j'obtiens 2, 3, moins 1 égale 3, alpha 1 plus 5 alpha 2, 7 alpha 1, ensuite moins 7 alpha 2. On identifie les composantes entre elles. Deux vecteurs sont égaux si les composantes sont égales 2 à 2. Et on obtient un système. Donc le système c'est 3 alpha 1 plus 5 alpha 2 égale à 2, 7 alpha 1 égale 3 et moins 7 alpha 2 égale à moins 1. Ce qui fait que alpha 1 c'est 3 septièmes et alpha 2 c'est 1 septième. Et donc on a U1 qui s'écrit 3 septièmes de V1 plus 1 septième de V2. Alors comme c'est une combinaison de V1 et V2, et donc ça appartient à F. De la même manière, vous faites exactement la même chose. Et si mes calculs sont bons, si je ne me suis pas trompé, vous allez trouver U2 égale à moins 1 septième de V1 plus 2 septièmes de V2. Alors, comme c'est une combinaison de V1 et V2, ben, ça signifie que ça appartient à F. On déduit que le sous-espace engendré par U1, U2 qui est égal à E, il est inclus dans F. Pour montrer l'inclusion dans l'autre sens, vous faites la même chose. Pour montrer que F est inclus dans E, comme F c'est le sous-espace engendré par V1 et V2, donc il suffit de prouver que V1 appartient à E et V2 appartient à E. Alors comme dans le premier cas, vous faites, vous écrivez vous essayez d'écrire V1 comme combinaison de U1 et U2, vous allez aboutir à un système. La résolution du système vous donne V1 égale à 2U1 moins U2. C'est un élément de E. Ensuite, V2, c'est U1 plus 3U2. Donc, s'il n'y a pas d'erreur dans les calculs, et donc, comme c'est une combinaison de U1 et U2, donc ça appartient à E. Et là, ça vous fait le sous-espace engendré par V1, V2, qui est égal à F, qui est inclus. Alors, cette inclusion avec celle qu'on a montrée tout à l'heure, donc c'est la double inclusion, ça vous donne l'égalité. Monsieur, Il faut retenir, oui. S'il vous plaît, mais je t'avais les calculs dans la première. La première, donc je refais juste la première parce que Oui, la première. c'est une résolution. Voilà, donc on a U1, on doit l'écrire comme combinaison de V1 et V2. Donc il doit s'écrire alpha 1 V1 plus alpha 2 V2. Alors, si la résolution, parce que les inconnus ici, c'est alpha 1 et alpha 2. Si la résolution me donne une solution, ça veut dire que alpha 1 et alpha 2 existent. Et donc l'écriture existe. Si le système n'admet pas de solution, ça veut dire que alpha 1 et alpha 2 n'existent pas. Et donc cette combinaison linéaire, elle n'existe pas. Donc dire que U1 n'est pas combinaison linéaire, ça signifie que U1 n'appartient pas à E. Mais si les alpha I existent, donc si le système admet une solution, à ce moment-là, cette combinaison est possible, elle existe. Et comme U1, c'est une combinaison de V1 et V2, donc ça appartient à F.
Bon, alors maintenant, comment trouver alpha 1 et alpha 2? J'ai dit, vous remplacez chaque vecteur par sa valeur. Vous allez avoir ceci. Maintenant, c'est quoi alpha 1 fois 3, 7, 0? Ça vous donne 3 alpha 1, 7 alpha 1, 0. Voilà ce que vous obtenez ici. Donc, vous allez avoir un premier vecteur plus un deuxième. Le deuxième, c'est quoi? C'est 5 alpha 2, 0, moins 7 alpha 2. Ensuite, quand vous faites la somme, vous obtenez le vecteur qui est ici. C'est 3 alpha 1 plus 5 alpha 2. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est 7 alpha 1 plus 0 alpha 2. Donc, c'est 7 alpha 1. La troisième, c'est alpha 1 fois 0. Donc, c'est 0. Plus moins 7 alpha 2. Donc, moins 7 alpha 2. Donc, monsieur, et puis, vous avez un vecteur. Pardon, on va juste trouver les valeurs de alpha, c'est tout. Oui, oui. Ah, d'accord, c'est bon. Bien sûr. C'est bon, j'ai compris, monsieur. Merci. Voilà. Une fois que vous avez le système, vous trouvez alpha 1 et alpha 2, et puis vous les remplacez ici. Puisque alpha 1 et alpha 2 existent, donc le système admet une solution, ce qui fait que cette écriture-là, elle existe aussi. Et dire que U1 c'est alpha V1 plus alpha V2, ça signifie que U1 appartient à F, parce que c'est une combinaison de V1 et de V2. Monsieur, si alpha égale à 0, c'est une combinaison, bien sûr. L'essentiel, c'est que alpha 1 et alpha 2 existent, que ce soit des réels. C'est tout. Puisque alpha 1 et alpha 2 existent, donc si vous trouvez alpha 1 égale 0, ça signifie quoi? Ben, ça signifie que U1, c'est alpha 2 V2. Et ça aussi, c'est une combinaison linéaire. C'est alpha 2 V2. Ça, c'est une combinaison de V1 et de V2. Le coefficient de V1, il est nul. Le coefficient de V2 égale à alpha 2. Donc, c'est une combinaison linéaire. Il n'y a aucun souci. Monsieur. Mais dans ce cas-là, monsieur, si alpha 1 égale à 0, donc alpha 2 est égal à 0. C'est égal à 0. Non. Alors, pourquoi alpha 2 va être égal à 0? Voilà. Si alpha 1 est égal à 0, pourquoi alpha 2 va être égal à 0? On n'a pas dit que cette combinaison est nulle. Non, j'ai dit que U1, c'est alpha 1 V1 plus alpha 2 V2. Si par exemple, en faisant la résolution du système, je trouve alpha 1 égale 0, ben, ça veut dire que U1, c'est alpha 2 V2. Pourquoi vous voulez que alpha 2 soit nul? Non, est-ce que tu une combinaison nulle? Pour qu'il soit une combinaison nulle, il faut que U1 soit 0, 0, 0. Si on veut que ce soit une combinaison qui est nulle, ça veut dire que U1, c'est forcément le vecteur nul. Alors qu'ici, U1 n'est pas le vecteur nul. Oui, c'est vrai. Donc, il ne peut pas être égal à une combinaison nulle. D'accord? Voilà. Monsieur, est-ce que c'est juste prouvé que la dimension de E égale à la dimension de F? Donc, E égale à pour l'instant, on n'a pas encore parlé de dimension, parce qu'il faut suivre les exercices par étapes. Les dimensions, c'est après. Mais une fois qu'on sait comment trouver les dimensions, etc., pour montrer qu'un espace est égal à un autre, ça on l'a vu ce matin, dans ce cas, qu'un espace est égal à un autre, il suffit de montrer une inclusion. Il faut montrer une inclusion. Par exemple, il faut montrer que E est inclus dans F et l'égalité des dimensions. Il faut montrer que dimension de E, ça c'est une autre façon de faire. Mais on n'a pas encore parlé de base, donc il faut attendre un moment. Monsieur, si par exemple dans E il y a des vecteurs collinéaires, donc il faut les enlever. Alors, vecteurs collinéaires. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire les vecteurs, ça veut dire que ce sont des vecteurs qui sont liés. Et là aussi, on n'en a pas parlé en cours. C'est une propriété, je ne sais pas où est-ce que je l'ai écrite exactement. Alors, pour ne pas perdre du temps à aller chercher, je vous ai donné une propriété. Alors, pour vous convaincre, on va revenir au cours rapidement. Je ne sais pas où est-ce que je les ai écrits. Toutes ces questions-là ont été résolues. J'en ai parlé en cours. Hein. Donc, laissez-moi juste un moment, je vais les chercher et puis on va patienter juste un moment.
Alors, ça, c'est la dépendance linéaire. Alors, où est-ce que je l'ai mis? C'est pour ça que je vous ai dit ça va prendre du temps. Mais j'en ai déjà parlé, je crois que si. Regarde, proposition 6. Soit E un espace vectoriel. V1, V2, Vn, Vn plus 1 des vecteurs de E. Alors si V1, regardez bien, si Vn plus 1, il est lié au vecteur V1, V2, Vn. Ça veut dire que Vn plus 1, il s'écrit comme combinaison de V1, V2, Vn. Alors, le sous-espace engendré par V1, V2, Vn jusqu'à Vn plus 1, il va être égal au sous-espace engendré par V1, V2 jusqu'à Vn. Ça veut dire que le vecteur qui est lié aux autres, on peut l'enlever. D'accord? Donc, le sous-espace engendré par V1 jusqu'à Vn plus 1, il va être égal au sous-espace engendré par V1 jusqu'à Vn. Parce que celui-là, le dernier, il est lié aux autres. Donc, lorsqu'un vecteur est lié aux autres, le sous-espace engendré par tous ces vecteurs-là est égal au sous-espace engendré par les vecteurs restants, en enlevant celui qui est lié aux autres. On peut l'enlever. Et on a égalité des espaces. Donc, j'en ai déjà parlé. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, juste si par exemple, le E, il y a 3 vecteurs, et oui. Le F, il y a 2 vecteurs. Oui. Et que dans le E, il y a un vecteur... Il y a 3 vecteurs, non. E, il a une infinité de vecteurs. Il est engendré par 3 vecteurs. Dans la base de E. Il est engendré. C'est pas forcément une base, oui, c'est une partie générative. Oui. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir utiliser les bons termes quand on veut poser une question. Il faut maintenant maîtriser le langage. Donc E, il n'a pas 3 vecteurs, mais il est engendré par 3 vecteurs. Ensuite, F, par exemple, je garde les 2 vecteurs qui engendrent F. Les vecteurs, je les appelle U1, U2. Allez. Est-ce qu'il y a possibilité que E soit égal à F? Oui, si par exemple, il y a un vecteur qui s'écrit combinaison linéaire des 2. Bien sûr, c'est possible aussi. Parce que s'il se trouve que si on veut avoir égalité, ça signifie qu'il y a forcément un des VI qui va s'écrire en fonction des autres. Ça veut dire qu'il y a un vecteur VI qui est lié aux 2 vecteurs qui restent. Donc, même si les 2 parties génératrices n'ont pas un même nombre d'éléments, il est possible que les espaces qu'elles engendrent soient égaux. D'accord? Donc, pour utiliser la dimension, il faut toujours étudier la dépendance des... Ah oui, il faut avoir une partie libre et génératrice. Alors là, on a une partie génératrice, sauf que elle va pas être libre. Alors, si elle n'est pas libre, donc il y a un vecteur qui va s'écrire en fonction des autres. Et si c'est V3 qui s'écrit en fonction des autres, eh ben, on peut l'enlever. On peut l'enlever et ça va être égal au sous-espace engendré par V1, V2. De toute façon, on va rencontrer ces situations dans les exercices qui viennent. On va rencontrer ces situations et on va procéder exactement de la même manière. Bon, merci. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, donc je passe à l'exercice 13. Donc on va lire les énoncés d'abord ensemble. Alors l'exercice 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit montrer que les vecteurs suivants. Voilà, maintenant on va commencer à parler de base, de dimension, etc. Donc ça va devenir, les choses vont devenir plus intéressantes et les calculs plus simples. Parce que quand on travaille dans une base, les propriétés, les choses se simplifient. Parce qu'on a des théorèmes qui vous permettent d'aller au résultat assez rapidement. Alors que quand on travaille juste avec les définitions, là, souvent, les calculs sont plus lents, sont plus compliqués. Mais en utilisant les bases, il y a beaucoup de résultats concernant les bases, et donc on va les exploiter
un à un dans le but de faciliter le travail. Alors, je vais juste regarder, est-ce qu'il y a des étudiants qui attendent? Non. Donc, je continue. Alors, l'exercice 13, il vous dit donc, on considère 3 vecteurs de R3. On vous demande de montrer qu'ils forment une base. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quoi une base? Une base, c'est une partie qui est libre et génératrice. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour montrer que ces vecteurs-là forment une base? En échelon. Ça, c'est pour montrer qu'ils sont Libre. libres. Donc, on peut échelonner, c'est la méthode la plus facile. On échelonne et on montre qu'ils sont libres. Ensuite, Pour montrer génératrice, quel que soit oui, U, par exemple, quel que soit l'espace, quel que soit un vecteur dans R3, il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, il lambda 1 fois 0, 1, 1 plus lambda 2 fois 1, 0, 1 plus lambda 3 fois 1, 1, 0, égale à ABC. voilà. Alors, au lieu de dire tout ce que vous venez de dire, il aurait fallu dire tout simplement que tout vecteur de R3 est combinaison linéaire des vecteurs qui sont là. D'accord? Il faut apprendre maintenant à utiliser le bon langage. Donc, si j'appelle ce vecteur V1, ce vecteur-là, je l'appelle V2. Ce vecteur-là, si je l'appelle, je leur donne des noms, je l'appelle V3 par exemple. Alors, premièrement, pour montrer que c'est une base, donc il faut montrer que V1, V2, V3 sont linéairement indépendants. Ensuite, il faut montrer que V1, V2, V3 engendrent R3. Pour montrer qu'ils engendrent R3, il faut montrer que tout élément de R3 est une combinaison linéaire de V1, V2, V3. Et une combinaison, ça signifie quoi? Ça signifie, comme vient de dire votre camarade, ça signifie qu'on doit trouver 3 scalaires, par exemple alpha 1, alpha 2, alpha 3, tel que le vecteur de R3 que j'ai pris, il faut qu'il soit égal à alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3. Voilà la définition d'une base. Alors maintenant, on a vu des résultats concernant les bases. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a vu des théorèmes concernant les bases. Et on a vu des choses qui sont très importantes. Je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait vous rappeler de ces choses-là, là où j'ai écrit à retenir. Et ce sont des propriétés qui vous aident à vous faciliter le travail. Et parmi les propriétés, bon, il faudrait que je les retrouve. Alors, base et dimension, là où j'ai écrit à retenir, vous allez voir que ce sont des propriétés qui vont vous aider, voilà, à aller très vite. Alors, qu'est-ce que dit les propriétés 1, 2, 3, 4 et 5? Alors, elles disent la chose suivante. D'abord, les hypothèses, c'est quoi? Soit E, un K espace vectoriel de dimension N. Ça veut dire que la dimension de E, je dois la connaître à l'avance. Alors, est-ce que c'est le cas dans cet exercice-là? Est-ce que je connais la dimension de l'espace à l'avance? Oui, 3. C'est quoi la dimension de l'espace? C'est égal à 3, on l'a vu en cours. La dimension de Rn, c'est N. Donc la dimension de R3, c'est 3. Et puis, que dit la propriété, par exemple, 4? La propriété 4, elle vous dit, toute partie libre qui a le même nombre d'éléments que la dimension, toute partie libre à n éléments, est forcément une base. Alors, si je regarde la partie qui est formée par V1, V2, V3, je l'appelle, donc, cette partie, je l'appelle, je ne sais pas comment, vous lui donnez un nom, vous l'appelez F, par exemple, vous l'appelez P, allez, c'est une partie, je l'appelle P, égale à V1, V2, V3. Donc, c'est l'ensemble V1, V2, V3. C'est une partie à combien d'éléments? 3. 3 éléments. Et 3, c'est la dimension de l'espace. Ben, pour que ce soit une base, qu'est-ce qu'il faut? Montrer que c'est libre. Montrer qu'il est libre. Donc, si je montre ou bien uniquement qu'il est libre, ou bien génératrice. C'est pas la peine de montrer les deux. Par exemple, à l'examen, on vous donne cet exercice. Et je vous dis, montrez que c'est une base.
Donc, le premier réflexe, c'est d'utiliser la définition. La définition qui dit il faut que ce soit une partie libre et génératrice. Mais au lieu de montrer les deux, j'ai un théorème qui me dit que l'une d'elles, ça suffit. Et donc, je gagne du temps. Je gagne énormément de temps. C'est à cela que servent les théorèmes. C'est à ça que servent les résultats qu'on voit en cours. C'est dans le but de faciliter le travail. Alors, la proposition qui dit que si je connais la dimension à l'avance, parce qu'il faut connaître la dimension. Si je ne connais pas la dimension, on n'a pas le droit d'utiliser le résultat. Le résultat, il dit que je dois connaître la dimension de l'espace à l'avance. On a vu en cours que la dimension de R3, c'est égal à 3. Cette partie, cet ensemble, c'est une partie à 3 éléments. Donc, le cardinal, il est égal à la dimension. À ce moment-là, le fait de montrer que c'est libre, ça suffit. Ça me donne forcément une base. Et le fait de montrer aussi que c'est une partie génératrice, ça c'est la partie 5. Le fait de montrer que c'est une partie génératrice à n éléments, ça suffit aussi pour dire que c'est une base. Donc là, vous gagnez du temps. Au lieu de montrer deux choses, vous montrez juste une. Et vous concluez que c'est une base. Alors maintenant, entre montrer qu'elle est libre et génératrice, en termes de calcul, qu'est-ce qui est plus simple? Libre. Libre. Donc il suffit juste de montrer qu'elle est libre. Si je montre qu'elle est libre, ça suffit. Et donc vous avez gagné du temps. Libre, c'est facile, vous échelonnez, vous faites les calculs, et c'est bon. Donc, c'est à cela que servent les calculs. Plutôt les théorèmes. Et les théorèmes, il ne faut jamais hésiter à les utiliser. Donc, voilà l'exercice 13. Montrons que B égale V1, V2, V3 est une base de R3. Donc là, vous allez dire, comme la dimension de R3, je la connais, c'est égal à R3, et c'est aussi le cardinal de B, le cardinal de la partie B qui est ici. Alors, un théorème du cours, il me dit, il suffit de montrer que B est libre pour que ce soit une base. Donc, B libre, ça suffit. Alors, pour montrer qu'elle est libre, vous allez voir que les calculs sont simples. Vous échelonnez donc la matrice qui est formée par les vecteurs 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 et 1, 1, 0. Alors, le pour échelonner, c'est de permuter, par exemple, L1 avec L2. Parce qu'ici, je commence par 0. Comment je vais faire pour annuler le coefficient qui est ici? Comment je peux annuler le coefficient qui est là? Comment je peux l'annuler? Je peux pas. Je peux pas. Quel que soit ce que vous faites, vous pouvez pas annuler les coefficients qui sont là. C'est pas possible. Parce que je vous ai dit, il faut toujours travailler avec L1. Et pour travailler avec L1, comment vous allez annuler celui-là? Vous allez prendre quoi? 0 L2. 0 L2 plus L1. Mais si vous prenez 0 L2, ça veut dire que vous avez multiplié L2 par un coefficient qui est nul. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. On ne peut pas multiplier une ligne, la ligne qu'on veut toucher. On ne peut pas la multiplier par un coefficient nul. Quand on veut la multiplier par un coefficient, il faut qu'il soit non nul. Donc l'idée, c'est de permuter. Je change de place à L2 et L1. Je remonte le L2 et je fais descendre L1. Donc voilà ce qu'on va avoir. Alors maintenant, là c'est nul, là c'est pas nul. Donc là aussi, il faut que ce soit nul. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait L3 moins L2. La L3 moins L2. Parce que la première, je l'ai appelée L2. Alors, donc si vous faites L3 moins L2, vous allez avoir les coefficients qui sont là. Ben, il faut juste vérifier que je ne me suis pas trompé. Maintenant, si j'appelle la première ligne L'1, la deuxième L'2, la troisième L'3, pour que la matrice soit échelonnée, il faut maintenant s'intéresser à ce coefficient. C'est celui-là qu'il faut annuler. Et pour annuler ce coefficient, donc il faut prendre la troisième ligne moins la deuxième. Donc, troisième ligne moins la deuxième. Alors, voilà ce que vous obtenez. Et ça, c'est une matrice échelonnée. Donc, la première ligne, il n'y a pas de deuxième, il y a un seul coefficient nul. Dans la troisième, il y en a deux.
Et donc, toutes les propriétés d'une matrice échelonnée sont vérifiées. Alors maintenant, une fois qu'elle est échelonnée, vous regardez les lignes non nulles. Les lignes non nulles, il y en a 3. 1, 2, 3. Et la méthode vous dit le nombre de lignes non nulles correspond au nombre de vecteurs linéairement indépendants. Comme il y a 3 lignes non nulles, donc les 3 vecteurs, V1, V2, V3, sont indépendants. Ça signifie que l'ensemble B, c'est une famille libre. Et le fait qu'elle soit libre, ça suffit. On déduit que c'est une base. Mais n'oubliez pas cette condition. Cette condition, elle est importante. Si on l'a pas, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Il faudrait que la dimension de l'espace soit connue et il faut que ce soit égal au cardinal de l'ensemble. Donc, dimension égale cardinal de B. À ce moment-là, c'est pas la peine de montrer que B est libre et génératrice. Libre tout seul, ça suffit. Alors, s'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. Alors, la suite, c'est quoi? 2. Donc, donner dans R3 un exemple de famille libre qui n'est pas génératrice. Donc, j'ai envie d'avoir une famille qui est libre et qui n'est pas génératrice. Une famille libre, mais pas génératrice. Une famille qui est libre 1, 1, 1 et 0. et qui n'est pas génératrice. Alors, d'abord, c'est-à-dire, avant de donner un exemple. Donc, une famille qui est libre. Bon, on sait comment montrer qu'une famille est libre. Maintenant, si je veux pas qu'elle soit génératrice, c'est-à-dire, sur quoi il faut jouer? J'ai pas envie qu'elle soit génératrice. Donc, alors, c'est quoi l'idée? Comment construire cette famille? Comment la chercher? Est-ce que j'ai des informations? Comment procéder? Il faut trouver des vecteurs, dont le cardinal est inférieur à 3. Voilà. Parce que, regardez, si la famille, par exemple, pour qu'elle ne soit pas génératrice, si je prends une famille de 3 éléments, parce que la dimension ici, c'est 3. Si je regarde une famille à 3 éléments, est-ce qu'il est possible qu'elle soit génératrice? Oui. Non. Par exemple, cette famille, V1, V2, V3, elle a 3 éléments. On a montré qu'il est libre, donc c'est une base. Ben, ça veut dire qu'elle est génératrice aussi. Et donc, une base, c'est une famille qui est libre et génératrice et qui a 3 éléments. Donc, si je prends une famille à 3 éléments, il est possible qu'elle soit génératrice. Donc, je ne sais pas. Il faut voir, il faut faire les calculs. Mais si je prends une famille qui a 2 éléments, une famille qui a 2 éléments, est-ce qu'il est possible qu'elle soit génératrice? Non. Non. Ça aussi, c'est un résultat parmi les choses qu'il faut retenir. Regardez. Toute partie E ayant un nombre d'éléments supérieur à n plus 1, elle est liée. Là où il y a génératrice. Non, ici. Alors, peut-être que je vais les écrire autrement. Regardez. Le point 3. De toute partie génératrice, on peut extraire une base. Donc, n'importe quelle partie génératrice, à l'intérieur peut se trouver une base. Est-ce que c'est possible d'avoir une partie génératrice qui a un nombre d'éléments inférieur à n? Non. Non. Parce que elle a un nombre d'éléments inférieur à n. Ben, si elle était génératrice, donc je vais extraire de l'intérieur. Et donc cette base, elle va avoir combien d'éléments? 2, 1. Oui, elle va avoir un nombre d'éléments inférieur à n. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir une base qui a un nombre d'éléments strictement plus petit que n? Non. 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 Base, non. Donc, si je veux avoir une partie génératrice, elle doit avoir forcément un nombre d'éléments plus grand que n. D'accord? Alors, ça, c'est le théorème qui est juste avant. Voilà E, un espace vectoriel qui est de dimension n. Une partie
qui est formée par V1, V2 jusqu'à Vm. Alors, si cette partie est génératrice, alors son nombre d'éléments, il est forcément plus grand que la dimension. N'importe quelle partie génératrice, elle doit avoir un nombre d'éléments plus grand que la dimension. Ce qui fait que si je dois chercher une famille qui est génératrice, une famille qui n'est pas génératrice, ben, il faut prendre une famille qui a un nombre plus petit que 3. Donc, prenez n'importe quelle partie qui est inférieure à 3, elle ne peut pas être génératrice, c'est impossible. 1, 1, 1, 0. Et donc, maintenant, il faut s'arranger pour que la famille soit libre. Le premier réflexe, c'est de prendre un vecteur qui est non nul. Prenez n'importe quel vecteur qui est non nul. On est sûr que la famille est libre. La famille, elle est forcément libre. Est-ce qu'elle peut être génératrice? Non. Toute partie qui a un nombre d'éléments inférieur strictement à 3 ne peut pas être génératrice. Donc voilà, on a un vecteur une famille qui est libre, qui n'a aucune chance d'être génératrice. Donc vous pouvez prendre une famille à un élément, ou bien une famille à 2 éléments. Mais il faut s'arranger pour qu'elle soit libre. Alors pour gagner du temps, si vous voulez une famille à 2 éléments, ben prenez une famille parmi V1, V2, V3 qui a 2 éléments. Comme V1, V2, V3 sont linéairement indépendants, les 3, ben si vous prenez une partie à l'intérieur avec 2 éléments, elle va être forcément aussi libre. Si vous voulez prendre par exemple V1, V2, c'est une partie à 2 éléments et les 2 éléments sont forcément indépendants. Parce que V1, V2, V3 sont indépendants. Donc même V1 et V2 sont indépendants. Et donc, vous avez une famille à 2 éléments, elle est libre, elle ne peut pas être génératrice. Elle ne peut pas être génératrice parce que son nombre d'éléments est inférieur à 3. Donc, vous pouvez choisir une famille à un seul élément ou bien une famille à 2 éléments. D'accord? 1, 1, 1. Si vous prenez une famille à 3 éléments, ben, si elle est libre, à ce moment-là, c'est forcément une base. Et si c'est une base, donc elle est forcément génératrice. Ce qui fait qu'il faut ou bien une famille à un élément, ou bien une famille à 2 éléments. Vous pouvez prendre V1, V2, V1, V3, V2, V3, tout ça, c'est des familles libres et génératrices. Donc l'idée, c'est celle-là. C'est comme ça qu'il faut réfléchir à un exemple. Monsieur. Alors, je sais qu'est-ce que j'ai. Oui. Monsieur, la base canonique, elle est libre ou elle n'est pas génératrice? Alors non, la base canonique, elle est à la fois libre et génératrice. Puisque c'est une base. Donc, elle est libre et en même temps génératrice. Toute base est libre et génératrice, n'importe quelle base. La base, elle vérifie les deux. Elle est à la fois libre et génératrice. Donc, puisque B est une base de R3, alors tout vecteur de R3 s'écrit de... Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ils ont dit trouver les coordonnées du vecteur 1, 1, 1. Ah, il y a une question avant, je l'ai pas vue. Ah oui, il y a cette question-là que j'ai pas vue. Pardon, je m'excuse. On vous demande de trouver les coordonnées du vecteur 1, 1, 1 dans cette base. Alors, c'est quoi les coordonnées dans la base? Alors, on regarde le cours. Qu'est-ce qu'on appelle coordonnées d'un vecteur dans une base? Dimension. Là où j'ai écrit les bases, c'est où? Voilà. Les coordonnées, la définition. Regardez, qu'est-ce qu'on appelle coordonnées? Alors, on a dit que si B, c'est une base d'un espace vectoriel, alors n'importe quel élément de E, il s'écrit comme combinaison linéaire de V1, V2 jusqu'à Vn de façon unique. Et qu'est-ce qu'on appelle les coordonnées de V? Les coordonnées de V, ce sont les coefficients de la combinaison linéaire. Lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n s'appellent les coordonnées de V. Donc ici, on vous demande les coordonnées de V. Dès qu'on a une base,
n'importe quel vecteur, d'accord, puisque B est une base, pour tout vecteur, pardon, il y a des gens qui attendent, juste une minute, voilà. Alors, tout vecteur de R3 s'écrit de manière unique, ça c'est très important, l'unicité elle est très importante, comme combinaison linéaire des éléments de B. C'est pas d'éléments, c'est des éléments. Donc, il existe un unique triplet alpha, bêta, gamma, tel que le vecteur 1, 1, 1 soit égal à alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. Donc, les coordonnées de ce vecteur 1, 1, 1, c'est alpha, bêta et gamma. Alors, comment les trouver? Remplacez donc V1, V2, V3 par leur valeur. Faites le produit alpha fois ce vecteur, ensuite bêta fois V2, gamma fois V3. Ensuite, vous faites la somme et vous obtenez le vecteur qui est là. Bêta plus gamma, alpha plus gamma et alpha plus bêta. Alors maintenant, l'égalité de ces deux vecteurs, elle nous conduit à un système. Donc le système, c'est celui-là. Bêta plus gamma égale 1, alpha plus gamma égale 1, alpha plus bêta égale à 1. Vous faites la résolution et vous allez trouver que alpha c'est 1 demi, bêta c'est 1 demi et gamma c'est 1 demi. Donc les coordonnées du vecteur 1, 1, 1, ces coordonnées c'est quoi? C'est 1 demi, 1 demi, 1 demi. Bon, pour la résolution du système, vous savez maintenant comment faire. Donc, revérifiez juste les calculs. Si je ne me suis pas trompé, voilà ce que vous allez obtenir. Si je me suis trompé, vous les rectifiez. Et puis, j'arrive à la question 2, celle qu'on vient de faire maintenant. Donc, un exemple d'une famille libre et non génératrice. Alors, j'ai choisi les premiers vecteurs V1 et V2. Donc, V1 et V2, comme V1, V2, V3 sont libres, donc V1 et V2 sont libres aussi. Et cette famille ne peut pas être génératrice, parce que toute famille génératrice doit avoir au minimum 3 éléments. Celle-là, elle n'a que 2 éléments, donc elle ne peut pas être génératrice. Donc, on vous demande un exemple, prenez ça. Ou bien une famille qui a un seul vecteur. Ça aussi, ça marche. Prenez n'importe quel vecteur, par exemple le premier, 1, 0, 1. N'importe quelle famille qui est réduite à un vecteur, si ce vecteur-là n'est pas nul, ben cette famille est libre. Elle ne peut pas être génératrice parce que le nombre d'éléments, il est inférieur strictement à 3. Donc on peut prendre ça, etc. Hein? Alors maintenant, on vous demande une famille qui est génératrice, mais qui n'est pas libre. Alors, l'idée ici, c'est quoi? Comment choisir une famille qui est génératrice, mais qui n'est pas libre? Monsieur le base, on dit au moins un vecteur quelconque. Voilà. Prenez une base et vous lui rajoutez n'importe quel vecteur. Ça, c'est une bonne façon de faire. Donc, vous prenez une base. Une base, c'est une partie génératrice. Quand on rajoute un vecteur à une partie génératrice, elle reste aussi génératrice. Donc, n'importe quelle famille qui est une base, vous lui rajoutez un vecteur, c'est une famille génératrice. Elle reste génératrice. Mais elle ne va pas être libre. Parce que une famille qui est libre, une famille, regardez le premier point. Alors, le premier point. Toute famille qui a plus de n éléments, elle est liée. Plus de n éléments, c'est ça. Quand je dis plus, ça veut dire strictement. Toute famille qui a un nombre d'éléments supérieur ou égal à n, supérieur ou égal à n plus 1, elle est forcément liée. Donc, si vous prenez une base et que vous lui rajoutez un élément, donc vous allez dépasser la dimension. Donc, vous obtenez une famille liée. Maintenant, si vous obtenez une base, donc la base, c'est une famille génératrice, vous lui rajoutez un élément, n'importe lequel, ça reste toujours génératrice. Alors, l'idée, c'est de prendre une base et de lui ajouter un vecteur. Et ne vous cassez pas la tête
qu'est-ce que je vais lui rajouter? Rajoutez là ce que vous voulez. Vous allez avoir une famille qui est génératrice non libre. Donc l'idée, c'est ce que vient de vous dire votre camarade. Donc un exemple d'une famille génératrice est liée. C'est quoi? Ben, là, c'est les vecteurs qu'on vous a donnés dans l'exercice. On vient de montrer qu'ils sont linéairement indépendants et ils forment une famille génératrice parce que c'est une base. Donc les premiers vecteurs, ça forme une base. Ce qui fait que cette famille-là, quand je lui ai rajouté un vecteur, n'importe lequel, vous pouvez rajouter ce que vous voulez ici. Donc une base plus un vecteur. Comme les trois, c'est une famille génératrice, si vous rajoutez un quatrième, ça reste une famille génératrice. Donc c'est une famille génératrice. Pourquoi elle est liée? Parce que dans le théorème, on vous a dit, lorsque vous prenez une famille qui a un nombre d'éléments plus grand que la dimension de R3 ici c'est 3, et là, on a 4 vecteurs. Alors la famille est forcément liée. Donc, voilà donc une famille qui est génératrice liée. Alors l'idée, c'est de prendre une base et de rajouter un vecteur. Un ou plusieurs. Vous pouvez rajouter un ou la deux ou la comme vous voulez. Donc l'essentiel, c'est d'avoir une base plus un vecteur. Monsieur. Oui. Ajouter des vecteurs dans le cours. Par exemple, on a une base. Qu'est-ce qu'on ajoute des vecteurs? La famille reste génératrice, mais pas libre. Mais elle va pas être libre, c'est ça. Elle reste génératrice, mais elle va pas être libre. Elle va être liée. Parce qu'on dépasse la dimension. Oui, d'accord. Voilà. Alors, donc, ça termine l'exercice et on va passer au suivant. Donc, le suivant, c'est l'exercice 7. Donc, je vous ai dit ce matin que les exercices qui viennent maintenant, ce sont des exercices dont le but, c'est d'appliquer les résultats qu'on a vus en cours. C'est ça l'objectif. Alors, dans l'exercice 4, on vous donne 6 vecteurs. V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Alors, ce sont des vecteurs de R4. Donc, ici, on travaille dans l'espace vectoriel R4. Ensuite, on vous dit soit E, c'est le sous-espace engendré par V1, V2, V3. Et F, le sous-espace engendré par V4, V5 et V6. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de trouver la dimension de E, la dimension de F, la dimension de E inter F et la dimension de E plus F. Et on sait que la dimension, c'est quoi? La dimension, c'est le nombre d'éléments d'une base quelconque. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver une base pour chaque sous-espace. Une fois qu'on a une base, on compte le nombre d'éléments. Donc, on compte son cardinal. Et ce cardinal-là, c'est ça qui va me donner la dimension. Donc, exercice 14. On considère dans R4 les vecteurs suivants. Donc, les voici. Alors, soit E, le sous-espace engendré par V1, V2, V3. Et F, c'est le sous-espace engendré par V4, V5, V6. Alors, je commence par la dimension de E. C'est pas parce que vous avez 3 vecteurs ici que la dimension sera égale à 3. On ne sait pas. Donc, ce qu'on sait sur E, on sait qu'il est engendré par V1, V2 et V3. Donc, je connais une partie génératrice. Si je veux chercher une base, il faut chercher une partie qui est génératrice et libre. Alors, je connais une partie génératrice. Maintenant, la question, c'est les vecteurs V1, V2, V3 sont-ils linéairement indépendants? Alors, on échelonne. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les calculs. Vous échelonnez la matrice formée par V1, V2, V3. Je suppose que je ne me suis pas trompé. Alors, vous allez arriver à ça. Donc, vous obtenez la matrice qui est ici. Alors, cette matrice-là, elle est échelonnée. Elle a combien de lignes non nulles? 2. Elle en a 2.
Alors, est-ce que les vecteurs V1, V2, V3 sont linéairement indépendants? Non. Non, ils sont liés. Et qu'est-ce qui est lié aux autres? En fait, les trois sont liés. C'est-à-dire V1, il est lié aux autres, V2, il est lié aux autres. Mais si vous regardez la troisième relation, c'est ça qui va vous donner la relation qu'il y a entre les vecteurs. Alors, la relation, si vous l'écrivez, je vous ai appris comment trouver la relation de liaison. Alors, ça va vous donner ceci. Vous arrivez à V3 égale à V1 plus V2. Donc, à partir de là, vous trouvez la relation de liaison. V3 égale à V1 plus V2. Alors, par conséquent, on a E égale au sous-espace engendré par V1, V2, V3. Mais comme V3, il est lié à V1 et V2, alors à ce moment-là, on peut le supprimer. Et donc, ça va vous donner le sous-espace engendré par V1 et V2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va dire que V1 et V2, ils engendrent E, et ils sont linéairement indépendants. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce qu'on vient de faire les calculs en V1 et V2, ça veut dire que je prends uniquement la matrice qui est là. Et je l'échelonne. Quand je l'échelonne, voilà ce que je vais avoir. Je vais avoir les mêmes calculs. Je vais avoir ceci. Est-ce que cette petite matrice-là, est-ce qu'elle est échelonnée? Oui. Parce que là, dans la première ligne, il n'y a pas de zéro. Dans la deuxième ligne, j'ai un zéro, donc elle est échelonnée. Il y a combien de lignes non nulles? Il y en a deux. Ce qui fait que les deux vecteurs V1 et V2 sont linéairement indépendants. Donc voilà ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu que E est engendré par V1, V2, que V1 sont linéairement indépendants. Donc, l'ensemble qui est formé par V1 et V2, si je l'appelle BE, eh bien, c'est une base de E. Donc, je viens de trouver une base de E. Le nombre d'éléments de cette base, il est égal à 2. Conclusion, dimension de E, c'est égal à 2. Maintenant, il faut faire la même chose pour F. Maintenant, je vais trouver une base de F. Alors, F, c'est quoi? F, c'est le sous-espace qui est engendré par V5, V6, V7. F, on vous dit dans l'exercice, c'est le sous-espace engendré par V4, V5 et V6. Donc, les vecteurs V4, V5, V6, ils engendrent F. Alors maintenant, il faut regarder, est-ce qu'ils sont linéairement indépendants? Alors pour cela, on échelonne la matrice. Là aussi, on l'a échelonné. Et on a trouvé le dernier vecteur égal à 0. Alors comme le dernier vecteur est égal à 0, ce qui fait que les trois vecteurs V1, V2, V3 sont liés. Alors là aussi, ils sont liés par quelle relation? C'est celle-là. C'est V6 égale 3V4 moins V5. Et donc là aussi, on fait la même chose. F, il est engendré par V4, V5, V6. Comme V6, il est lié à V4 et V5, comme il s'équilibre comme combinaison linéaire de V4 et V5, donc on peut l'enlever. Et on obtient le sous-espace engendré par V4 et V5. Alors, qu'est-ce qu'on va dire donc là aussi? On va dire que V4 et V5, ils engendrent F. On vient de voir qu'ils sont linéairement indépendants. Ces deux propriétés me disent que on a affaire à une base. Donc l'ensemble BF égale V4, V5, c'est une base de F. Et comme elle a deux éléments, donc la dimension de F, c'est égal à 2. Voilà donc comment procéder. Alors, l'étape suivante, c'est la dimension de l'intersection. Alors, donc, il faut chercher maintenant une base de l'intersection. On sait que, par définition, alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de la dimension de E inter F? Est-ce qu'on a une idée de la dimension? Est-ce que je peux trouver, par exemple, que dimension de E inter F est égale à 3, par exemple? Non. Non. Parce que c'est 1 ou 2, ou bien 0. Parce que E inter F, qu'est-ce qu'on peut dire de E inter F?
il est inclus dans F, il est inclus dans E, il est inclus dans les deux. Mais comme la dimension de F, c'est quoi? Sa dimension, c'est quoi? C'est 2. Ce qui fait que la dimension de ça, c'est inférieur ou égal à 2. Alors, inférieur ou égal à 2, ça signifie que ça peut être 0, parce que l'intersection, elle peut être réduite, elle peut être égale à 0. Donc, ça peut être 0, ça peut être 1 ou bien 2. Donc, le maximum, c'est 2. Donc, si en faisant les calculs, vous trouvez une base à 3 éléments, donc il faut savoir que vous avez fait des erreurs quelque part. La dimension de E inter F, elle ne peut pas dépasser 2. Donc, soit V dans E inter F. Alors, par définition, un élément qui est dans l'intersection, c'est un élément qui est dans les deux. V appartient à E et V appartient à F. Mais comme E, on a dit que, on sait dans l'exercice que c'est V1, V2, V3, mais dans les calculs qu'on vient de faire, on sait que c'est juste le sous-espace engendré par V1 et V2. Et F, c'est le sous-espace engendré par V4 et V5. Donc, le fait de dire que V appartient à E, ça signifie que c'est une combinaison linéaire de V1 et V2. Donc, V va s'écrire alpha V1 plus alpha prime V2. Et comme il est aussi dans F, donc il va être combinaison de V4 et V5. Alors, il va s'écrire alors bêta V4 plus bêta prime V5 avec alpha, alpha prime, bêta, bêta prime dans R. Donc, V, il s'écrit comme ça parce qu'il est dans E, et il s'écrit avec la dernière écriture parce qu'il est dans F. Alors, comme il s'agit du même V, donc cette combinaison-là, elle va être égale à cette combinaison. Donc, par suite, je vais avoir ça égale à ça. Donc, quand je mets les bêtas avec les alphas, j'obtiens alpha V1 plus alpha prime V2 moins bêta V4 moins bêta prime V4 qui va être égal à 0. Ou bien, vous allez dire, je fais la soustraction ici. Je fais la soustraction. Donc, V moins V, ça me donne 0. Et à droite, on obtient alpha V1 plus alpha prime V2 moins bêta V4 moins bêta prime V4 égale à 0. Alors, remplacez maintenant chaque vecteur par sa valeur. Vous multipliez par chaque vecteur par son scalaire. Et vous obtenez le système qui est ici. Donnez-moi la première de ce système. C'est la première équation. Alpha plus alpha prime moins bêta moins 2 bêta prime égale à 0. Alpha plus alpha prime moins 2 bêta prime égale 0. Alors, vous allez continuer. Donc, vous allez avoir un système de 4 équations à 4 inconnues. Vous faites la résolution. Alors, voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir la chose suivante. Alors, donc, je vous laisse faire les calculs. Hein. Vous allez avoir alpha égale à bêta prime, alpha prime égale 0, et bêta prime, il est quelconque. Voilà les solutions du système. Donc, alpha, c'est bêta prime, alpha prime, c'est 0, et bêta prime, c'est quelconque. Alors, donc, comment s'écrit V? Je reviens à V. Alors, V, on a dit qu'il a 2 écritures. Il s'écrit alpha, c'est alpha V1, plus alpha prime V2, et c'est aussi, il s'écrit aussi bêta V4 plus bêta prime V5. Alors, vous pouvez utiliser l'écriture que vous voulez, ça va donner la même chose. Alors, moi, j'ai utilisé la première. Alors, la première, ça veut dire que alpha, c'est bêta prime, et alpha prime, c'est 0. Donc, je vais avoir bêta prime, alpha, c'est bêta prime, alpha prime, c'est 0. Donc, c'est bêta prime V1. Si vous voulez utiliser la deuxième, c'est la même chose. Hein. Alors, bêta, c'est quoi bêta? Oui, j'ai pas écrit ce que c'est que bêta. Bêta, il faut la rajouter ici. Hein. Bêta, et bêta, j'ai pas écrit ce que c'est que bêta. Bêta, c'est moins bêta prime. Si vous l'avez écrit en haut. Et je l'ai écrit en haut.
Mais ça, c'est le résultat final. Donc, alpha, c'est bêta prime, alpha prime, c'est 0, et bêta, c'est moins bêta prime. Donc, en bas, bêta, donc c'est moins bêta prime, il faut exprimer tout en fonction du même scalaire. Donc, c'est moins bêta prime, facteur, ou la bêta prime, je vais écrire juste bêta prime, facteur de moins B4, c'est moins V4, plus V5. Alors, comme il s'agit de la même écriture, ça signifie que moins V4 plus V5, c'est forcément V1. Vous allez vérifier que V5 moins V4, c'est forcément V1, et donc j'obtiens bêta prime V1. Donc, vous utilisez ou bien la première écriture ou bien la deuxième, ça va vous conduire à la même chose, puisqu'on a égalité. Donc, ça conduit forcément à la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va dire alors? Par suite, V, c'est moins bêta prime V1 avec bêta prime appartenant à R. Et voilà, je n'aurais pas dû écrire ça puisque je l'ai écrit en bas. C'est aussi bêta prime fois V5 moins V4. Et remarquez que V5 moins V4, c'est V1. Donc, on a finalement la même, quelle que soit l'écriture qu'on utilise, ça conduit à la même chose. Alors, donc, tout élément de l'intersection, il s'écrit quelque chose fois V1. C'est un scalaire fois V1. Donc, tout élément de l'intersection, c'est un scalaire fois V1. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie que l'intersection, elle est égale au sous-espace engendré par V1. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout élément de l'intersection s'écrit alpha V1, ou la bêta prime V1. Ben, ça signifie que l'intersection, c'est égal au sous-espace engendré par V1. Et comme V1 donc, est non nul, le vecteur V1 est non nul, donc V1 il est libre. Donc il engendre l'intersection et il est libre. Ce qui fait que l'ensemble formé par V1, qui est, si je l'appelle B, E inter F, donc c'est une base de E inter F. Et donc la dimension de E inter F, c'est égal à 1. Alors maintenant, il reste une base de E plus F. Alors, on a dépassé les temps. Il est 11h20, donc vous allez avoir maintenant le TD d'analyse. Alors, je vais laisser ça pour la prochaine fois. Alors, l'essentiel, c'est cette formule. Je vous ai donné une dernière, enfin, c'était l'avant-dernière formule concernant le cours, l'avant-dernier théorème. Alors, je vous ai dit que la dimension de E plus F, ça, c'est une formule qu'il faut tout le temps avoir en tête. Ça, c'est la dimension de E plus la dimension de F moins la dimension de E inter F. La dimension de E, on l'a calculée, c'est 2. La dimension de F aussi, on l'a calculée. Et la dimension d'intersection, on vient de la voir. Ce qui fait que la dimension de E plus F, c'est égal à 3. Donc, E plus F, cette dimension, c'est 3. Est-ce qu'on a répondu à la question? Parce que la question de l'exercice, c'est trouver la dimension de E, F, E inter, E plus F. Oui. On vous demande juste la dimension. Donc, on a répondu à la question. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est déterminer une base de E plus F. Alors, pour trouver une base de E plus F, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est quoi? On ne va pas faire les calculs. On va juste se baser sur l'idée. C'est quoi l'idée? Comment trouver une base de E plus F? Pour trouver une base, il faut avoir d'abord une partie génératrice. Et pour avoir une partie génératrice, je vous ai donné une indication en cours. Ce matin, je vous ai donné une indication en cours. Alors, avant de la dimension... Alors, je ne sais pas où est-ce que je vais la trouver. La dimension d'une somme. Où est-ce que j'ai parlé de la somme? Alors, peut-être c'est en bas. Attendez. Dimension d'une somme. Alors, regardez. Alors, je vous ai donné une indication. Quand on a G1, une partie génératrice de F1, et G2, une partie génératrice de F2. Alors, la réunion, c'est une partie génératrice de la somme.
Donc, pour avoir une partie génératrice de la somme, il faut juste avoir une partie génératrice du premier sous-espace et une partie génératrice du second. En faisant la réunion, on obtient une partie génératrice. Et j'ai rajouté une chose, attention, si G1 c'est une base de F1 et G2 une base de F2, alors la réunion n'est pas en général une base. Faites attention. Donc si j'ai une base du premier et une base du second, en faisant la réunion, on n'obtient pas forcément une base, mais on obtient juste une partie génératrice. Donc, on a une partie génératrice de la somme. Ça, c'est facile à trouver. Parce que BE, on a une base de E, BF, c'est une base de F. Donc, en faisant la réunion, on a une partie génératrice. On n'a pas une base. On a une partie génératrice de E+. Et pour que ce soit une base, qu'est-ce qui reste? Il faut vérifier qu'elle soit libre. Ça reste à montrer qu'elle est libre. Est-ce qu'elle peut être libre? Non. Non. Parce que si elle était libre, donc ça va être une base. Elle sera formée par combien d'éléments? 1, 2, 3, 4. Elle sera formée par 4 éléments. Et donc la dimension de la somme sera égale à 4. Mais qu'est-ce qu'on sait ici? On sait que la dimension c'est 3. Et donc cette partie n'est pas libre. Alors, donc, dans cette partie qui est une partie génératrice, il faut trouver une base à l'intérieur. Ça, c'est un résultat qu'on a vu en cours. Dans n'importe quelle partie génératrice, il y a à l'intérieur une base. Donc, essayez de me trouver cette base pour la prochaine fois. Donc, s'il y a des questions, vous les posez. Sinon, je vous laisse rejoindre votre TD d'analyse. Donc, il est 11h30, c'est juste. Monsieur, Oui. pour trouver la base de E plus F, on fait le changement. C'est-à-dire, j'aurais aimé que vous réfléchissiez à ça tout seul. Parce que quand je pose un problème pour la prochaine fois, c'est dans le but que les étudiants réfléchissent. Donc, si je réponds à votre question maintenant, ça veut dire que je vous ai donné l'idée. D'accord? J'ai envie que ce soit l'étudiant qui trouve la solution lui-même. Après, la prochaine fois, on va rediscuter de ça et je vais répondre à votre question. D'accord? Parce que je vous ai posé un problème pour la prochaine fois. Donc, j'ai pas envie de vous donner la solution tout de suite. Voilà. Donc, réfléchissez. Essayez. Non, il n'y a pas de souci. Essayez de trouver l'idée vous-même et la prochaine fois, on reviendra dessus. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bon, allez. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'analyse. Bonjour, monsieur. Ça également.